Au Petit Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. C'est un rendez-vous que vous avez manqué il y a quelques mois maintenant, mais aujourd'hui nous sommes de retour et l'actualité étant donc à un point, si on peut le dire, culminant, nous avons décidé de visiter donc le chef de file de l'opposition, M. Jean-Pierre Fabre, président national de l'Alliance nationale pour le changement. Avec lui, nous allons scruter l'actualité. Vous savez que dans notre cher pays, le Togo, aujourd'hui, tout le peuple a le regard tourné vers la coalition des 14 partis politiques, parlant donc de cette lutte ou de ce combat pour l'alternance et la démocratie au Togo. Nous allons parler des contours de cette lutte, notamment le recensement, et puis le comité de suivi, comment ça fonctionne, la CENI, pourquoi est-ce que les représentants de la coalition n'ont pas encore pris place, autant de sujets, et aussi la grève de faim qui fait l'actualité de Nicodème Rabia. Monsieur Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, président national de l'ANC, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Bonjour. Alors, dites-nous, quand je vous ai vu tout de suite, je suis tenté de vous poser la question comment vous vous portez, mais avec le sourire, je comprends que vous vous sentez très bien. Je suis toujours serein parce que je suis déterminé et que je suis confiant, je suis persuadé que avec la détermination du peuple togolais, avec la cohésion de la C14, le peuple togolais sera libéré dans un avenir pas très lointain. Pas très lointain, il y a une phrase qui nous marque toujours depuis le 19 février. Le peuple togolais, il est dehors, il attend. Le peuple togolais, il est debout, il attend. Quel effet ça vous fait aujourd'hui quand vous remémorez cette phrase-là? Non, mais cette phrase, elle est de moi. Donc, je voulais dire par là que nous travaillons sous le regard vigilant des populations togolaises. Nous portons les aspirations des populations togolaises que nous devons défendre avec détermination. À partir de là, moi, tout ce que je fais, je le fais donc avec toute ma volonté tendue vers les aspirations des populations togolaises. Donc, c'est vrai, et je suis conscient que c'est une lourde responsabilité que nous portons, de porter les aspirations des populations togolaises et surtout d'arriver dans un délai pas très lointain à des résultats positifs. Donc quand on est un responsable, évidemment, et qu'on travaille sous le regard vigilant des populations, c'est toujours quelque chose qui est très émouvant. Très émouvant. Vous savez, j'ai bien envie de vous poser la question, est-ce que par moment ça ne fait pas un peu peur, ça ne fait pas un peu tiquer quand on a conscience que le peuple peut devenir un ouragan qui risque de tout balayer au passage? Bien sûr, nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour obtenir des résultats très rapidement. Mais malheureusement, nous avons en face de nous des gens qui attendent de nous que nous soyons leurs complices et leurs acolytes. Et comme ça n'est pas possible, eh bien, ils résistent. Ils résistent de toutes leurs forces parce que je dois reconnaître que par le passé, nous avons laissé certaines choses. Nous avons fait de petites concessions qui ont aggravé la situation. Cette fois-ci, je crois qu'il n'est plus question de faire ces petites concessions-là, que rien ne nous oblige à faire. Est-ce que finalement ce n'est pas un radicalisme suicidaire? Pas du tout. Non, on ne va pas recommencer. Il ne faut pas voir le monde en radicaux, en modérés, en ceci, en cela. Moi, je dis simplement, je suis un Togolais normal. Je défends les aspirations des populations togolaises. Je n'ai rien d'un fou furieux. Est-ce que vous l'avez constaté? Non, mais non, je n'ai rien d'un fou furieux. Non, je défends les populations togolaises depuis toujours. Et ce n'est pas du radicalisme. C'est simplement lorsque vous avez droit à quelque chose. Par exemple, un juge. Nous voulons l'alternance. Nous voulons la démocratie. Nous voulons l'état de droit. Nous voulons la bonne gouvernance.
Or, nous avons en face de nous des gens qui veulent avoir une situation qui leur permette de continuer à se maintenir au pouvoir, à nous brimer, à procéder par arbitraire. Et donc, nous ne pouvons pas, ce n'est pas conciliable. Donc, nous sommes obligés d'être fermes. Ce n'est pas du radicalisme. Alors, dans cette fermeté, vous avez pu obtenir la recomposition de la CENI, et sauf qu'aujourd'hui, les Togolais se demandent pourquoi est-ce que les représentants n'ont pas encore prêté serment pour prendre place et travailler. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a des gens qui attendent de nous que nous fassions des concessions qui vont nous mettre en difficulté. Par exemple, vous savez que le 23 septembre dernier, au cours du dernier comité de suivi, la CEDEAO et les représentants des deux facilitateurs guinéens ont finalement tranché la question de la CENI. C'est-à-dire, l'opposition a 8 représentants à la CENI, la majorité a 8 représentants à la CENI, et puis il y en a un, le 17e, puisque ça fait 8 plus 1, ça fait 17. Le 17e, il est choisi par consensus parmi une personnalité neutre. C'est ce que nous proposons et c'est notre position. Bien, alors, nous avons déposé la liste de nos représentants de la C14 à l'Assemblée nationale dans les délais, puisqu'il nous était demandé de fournir cette liste au plus tard le 30 septembre. Nous avons déposé cette liste dans les délais. Et puis, nous attendons. Mais nous entendons dire que nos adversaires politiques, le système RPT Unir, attend de nous que nous retirions un de nos représentants pour permettre à l'UFC, au parti UFC, de proposer un représentant à la place de celui que nous aurons retiré. Eh bien, nous nous disons, ça n'est pas possible. C'est contre cela que nous avons lutté tout le temps, c'est-à-dire d'avoir dans nos rangs une personne supposée représenter l'opposition, mais qui dans la réalité est de la majorité au pouvoir. Donc, nous ne pouvons pas accéder à cette demande, bien entendu. Et donc, je crois qu'ils attendent que nous acceptions d'accéder à leur requête pour permettre aux représentants de l'UFC de participer aux travaux de la CENI. Parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, il y a le représentant de la CENI, de l'UFC, qui refuse de démissionner, donc de partir. Et puis je crois qu'il y a le représentant d'Obu. Aussi, l'Assemblée nationale convoque une session pour nommer les membres de la CENI. Ils ne seront plus que 17 dans la situation actuelle. Donc ils attendent de régler les problèmes avec leurs alliés qui refusent de se soumettre à la décision du comité de suivi du 23 septembre dernier. Ils veulent régler ce problème d'abord avant d'eux. C'est ce que j'ai compris. Donc ça ne provient pas de nous, ça provient du fonctionnement du système actuel. Vous voyez bien que nous avons en place une assemblée nationale qui fait voter n'importe quoi en raison de sa majorité mécanique. Et dans la majorité mécanique du pouvoir ou du RPT Unir. Et donc, la loi portant statut de l'opposition permet à tout parti politique qui veut se cacher ou qui ne veut pas montrer de quel bord il se trouve, même si il a des ministres dans la majorité ou même si il participe au pouvoir en place, de se prétendre de l'opposition dès lors qu'il le déclare.
Il suffit d'écrire une lettre à l'Assemblée nationale et de dire « Je suis de l'opposition, donc vous êtes de l'opposition ». Et c'est ce que l'UFC a fait, en se conformant à la loi. Et donc, aujourd'hui, ils viennent nous dire que l'UFC est de l'opposition et donc doit participer à la CENI. Et nous disons non. Alors, vous dites qu'il revient au pouvoir de régler ce problème, mais aussi longtemps qu'on va attendre si ce n'est pas réglé. Qu'est-ce que la coalition des 14 partis politiques compte faire? Nous ne pouvons rien faire d'autre que de saisir la facilitation. Quand quelqu'un est de mauvaise foi, il est impossible de le ramener à la raison. Mais j'ai entendu dire que dès le lendemain du comité de suivi, c'est-à-dire le lundi 24 septembre dernier, l'UFC a saisi un représentant du comité de suivi pour porter leurs préoccupations à sa connaissance. Et il leur a dit que non, mais il est désolé, mais on ne peut pas être de la majorité et de l'opposition en même temps. Et donc, ce problème est porté à la connaissance de la facilitation. J'espère que la facilitation va le régler dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais. Tout à l'heure, en venant chez vous, j'ai constaté, j'ai fait juste un petit détour à côté de vous ici, j'ai constaté qu'il y a des opérateurs de saisie qui sont à l'œuvre, parce que s'asseoir aussi, c'est l'œuvre. Alors, vous avez appelé le peuple à marcher à reculons face à cette opération-là. Comment vous vous sentez avec sa poursuite? Nous avons essayé de faire un peu des enquêtes, d'envoyer des gens pour vérifier comment les opérations se déroulaient. Et nous sommes satisfaits de la manière dont les populations ont accueilli cet appel. Parce que nous avons dit qu'il ne faut pas aller s'inscrire parce que vous savez que la CENI n'est pas en place. Il revient à la CENI lorsqu'elle sera installée sérieusement, parce qu'il va se poser la question de la présidence de la CENI. C'est une autre étape. Et je crois qu'il y aura des difficultés. Il y a déjà un président à la CENI. Ah non, jamais. C'est une blague. Et je crois que vous pensez que nous nous amusons. Hein. Il n'y a pas de président. Depuis quand vous avez vu un bureau, une structure qui n'est pas installée, qui n'a pas encore rédigé son règlement intérieur, qui n'a pas élu son bureau, avoir un président, d'où est-ce qu'il sort? Il faudrait qu'il explique d'où il sort. Donc, les problèmes ne sont pas réglés. Je vous dis une chose, ne croyez pas que nous allons nous comporter comme nous avons toujours fait, reculer devant les diktats du pouvoir en place pour, je l'ai dit tout à l'heure, être complices, être leurs acolytes dans une stratégie visant à les maintenir en place indéfiniment. Non, c'est fini. Si ça a existé, moi ça n'a jamais eu mon accord, mais si ça a existé, ça n'existera plus. Donc, je reviens sur votre question, il y a un président, il n'y a pas de président. Il n'y a pas de président. Vous proposiez une personnalité neutre sur qui vous avez le regard. Non. Non, il revient aux représentants de la CENI lorsqu'ils seront installés, lorsqu'ils auront fini de rédiger leur règlement intérieur, de procéder à la désignation de cette personne. Mais nous pensons que dans la situation actuelle, de la situation du Togo, après 50 ans de brimade, d'humiliation, de frustration par-ci et par-là, il n'est pas possible qu'une personnalité soit neutre. Cette personnalité, elle sera d'un côté... Un peu colorée. Oui, ou d'un autre, au Togo. Ou multicolore. Un peu colorée. Donc, il vaut mieux que cette personne soit une personnalité étrangère. Étrangère, qui appliquera le règlement intérieur, appliquera la loi, appliquera tout, appliquera les dispositions nécessaires pour que des élections libres, équitables, transparentes, démocratiques, mais surtout, j'insiste sur équitable. Il va y avoir un problème. Nous n'irons pas aux élections avec
le découpage actuel. Or, le redécoupage ne figure pas explicitement dans la feuille de route. Moi, je mets ça dans, je crois, il y a une disposition, le point 40, qui parle de... Et autres. Oui, non pas, renforcement du processus électoral. C'est le renforcement du processus électoral. On mettra là-dedans le redécoupage. Parce qu'il n'est pas question que la situation actuelle dure. Mais est-ce que tout ça peut se faire dans le délai? Le délai, c'est le 20 décembre. Voilà, bonne question. Le 20 décembre, c'est une date. Et moi, je dis que ceux qui ont proposé cette date, ils n'ont pas bien vu, on va dire ça comme ça, ils n'ont pas bien vu que les tâches nécessaires à l'organisation, la préparation des élections, que ça prendra beaucoup de temps en raison de la spécificité de la situation togolaise. Je peux comprendre que des chefs d'État africains qui ont l'habitude d'organiser des élections chez eux facilement, parce que la démocratie est une réalité chez eux, ils ne comprennent pas que des gouvernants d'un autre pays africain soient obsédés de pousser, de contraindre leur population à des élections qui ne seraient que formalité, où il n'y aurait pas de compétition. Je peux comprendre que ces présidents aient pu penser que 3 mois, ça suffirait pour organiser des élections. Je crains même que le triple ne suffise pas. Parce que la CEDEAO a prescrit des normes régionales, valables dans l'espace CEDEAO pour organiser des élections. Donc il y a des délais classiques dans la CEDEAO. Et quand on prend ces délais-là, alors que notre situation est encore plus complexe, plus compliquée, quand on met ces délais bout à bout, on arrive à 8 mois, 9 mois, 10 mois. Donc, il y a beaucoup de chemin. Et vous savez, M. Thibou Camara, le ministre d'État représentant le facilitateur guinéen, a dit dans la salle qu'il faut éviter le fétichisme des dates. Ça veut dire que, bon, si on constate que... Ça reste indicatif. Je vais dire ça en français facile. Si on constate que les tâches mises bout à bout débouchent sur 10 mois après, que personne ne s'en émeuve. Et donc, il ne faut pas dire que ce qui est écrit a valeur biblique ou évangélique. Alors, on a suivi le président ghanéen Nana Dankwa Akufo-Addo sur France 24. Il dit que tout tourne autour d'une seule question au Togo, l'obstination de Faure Gnassingbé à être candidat en 2020. C'est vrai? Eh bien, je suis très heureux qu'il le dise. Donc, le président Nana Akufo-Addo, c'est une personne très modérée, très calme. Je crois qu'il n'utilisera pas le mot obstination. Mais dans les déclarations qui reviennent, mais l'idée principale, ouais, c'est ça. La candidature. Je crois qu'il n'a pas. Vous pensez, tout le monde sait que c'est de ça qu'il est question. Et d'ailleurs, il est très conscient, le président Nana Akufo-Addo, que nous n'avons pas dit, il y a 1 an, lorsque nous avons réclamé le départ du chef de l'État, que nous voulons des élections législatives. La CEDEAO a pensé qu'elle peut régler la crise togolaise par l'organisation d'élections législatives. Des élections législatives sont encore plus compliquées qu'une élection présidentielle. La CEDEAO aurait pu dire, puisque vous vous querellez, au Togo il y a une crise, vous dites que M. Faure Gnassingbé doit partir. Il n'est plus légitime. Oui, exactement. Il n'a jamais été d'ailleurs. Puisque vous dites ça, organisons une élection présidentielle. Mais la CEDEAO a choisi des élections législatives parce que les élections législatives constitutionnelles sont passées. La date est passée.
Donc, elle a pensé ça. Je pense que c'est une erreur. Et donc, aujourd'hui, si nous devons résoudre la crise togolaise par des élections législatives, eh bien, il faut penser que ces élections ne doivent souffrir d'aucune contestation. Et donc que tout doit être clair et transparent et surtout équitable. Parce que, vous savez, quand on parle d'élection, d'une élection présidentielle, on comprend qu'on compte les voix. Au Togo, les voix n'ont pas le même poids. Moi, je peux vous dire, je suis élu avec le coefficient de représentativité d'un député de Lomé est 7-8 fois supérieur au coefficient de représentativité d'un député élu ailleurs. Donc, ça n'est plus possible. Cette question, elle doit être réglée. Donc, je reviens à votre question. Le président Nana Addo a dit que tout tourne autour de la question. Problème réel. Mais c'est vrai, non? Il faut chercher à être aveugle pour ne pas voir ça. Et donc, si M. Faure Gnassingbé consentait à libérer le Togo de la volonté de la famille Gnassingbé de se perpétuer au pouvoir, je crois que 90%, 95% ou même 100% du problème est réglé. Vous êtes sûr? Évidemment. On a vu le père, il décède le 5, Ouais. et quelques minutes après, le fils a été positionné par l'armée. Oui, et c'est ce que je dis. Si ils acceptent, les Gnassingbé, de penser, ils acceptent que le Togo n'est pas une propriété familiale et qu'ils peuvent se transmettre de père en fils, la question est réglée. Alors, M. Jean-Pierre Fabre, je rappelle que vous êtes le chef de file de l'opposition et puis le président national du parti politique Alliance nationale pour le changement, mais à scruter un tout petit peu la situation du Togo depuis plus de 50 ans, est-ce que le problème n'est pas ailleurs? Non. Le problème est dans la volonté d'une famille de rester au pouvoir indéfiniment. Et également, je peux admettre que le problème se trouve aussi dans le fait que on l'ait accepté depuis 50 ans. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens puissent accepter que d'autres les oppriment indéfiniment, s'imposent à eux, et que pour éviter des problèmes, pour éviter la répression, que des gens ne se battent pas pour se libérer de ce joug. Et donc, le problème togolais est dans la volonté d'une famille de s'imposer aux populations togolaises par la force. C'est ça. Et moi, je peux vous dire que les chefs d'État étrangers le savent. Ils le savent, ils comprennent bien. Ils savent que nous sommes dans une situation bizarre face à des gens qui sont capables de tout. Et c'est ça qui leur fait peur. C'est-à-dire que, en vérité, nous avons au Togo une dictature militaire à façade civile. Dictature militaire à façade civile, vous l'avez très bien vu, 5 février 2005, que quelques heures, quelques minutes après le décès du chef de l'État de l'époque, M. Gnassingbé Yarema, des militaires sont venus nous présenter son fils. Et c'était pour apaiser le pays. Oui, non, ça s'appelle la rhétorique. La rhétorique, le blablabla, pour justifier une situation. Et donc, ils l'ont démontré. Et quand des Togolais, surtout les jeunes, se sont révoltés contre cette manière de mépris, combien? Au moins 800. Et les Nations Unies ont dit, on va citer le chiffre des Nations Unies, 500 morts. Rapport d'établissement des faits d'Oudi Diène, l'envoyé spécial des Nations Unies pour... Donc, nous sommes dans cette situation-là. Et c'est de cette situation que nous voulons sortir.
Donc le problème est une dictature militaire à façade civile qui met devant une famille et qui est là et qui souhaite que nous soyons complices, que nous soyons leurs acolytes. Et nous n'en voulons pas, c'est ça le problème. Vous avez dit à plusieurs reprises que si erreur il y a eu, aujourd'hui il n'est plus question qu'il y ait l'erreur. Est-ce que c'est cela qui justifie le fait que nous sommes dans une lutte à un peu stratégie variable? J'allais aboutir sur la grève de la faim de Nicodème Rapia, par exemple. Non, ce n'est pas des stratégies variables. C'est une stratégie. Il y a la mobilisation populaire pour se débarrasser de l'oppression. C'est ça la stratégie de l'opposition. Maintenant, de temps en temps, il y a, vous savez, on est dans l'opposition, mais nous sommes plusieurs. C'est une opposition plurielle. Et donc, de temps en temps, il y a un membre qui pense qu'il y a une stratégie qui est également bonne pour mobiliser. Mais on est toujours dans la mobilisation. Et la grève de la faim de M. Habia Nicodème, c'est une stratégie de mobilisation. Mais il faut saluer son courage parce que c'est difficile, c'est dangereux parce qu'il peut y avoir des lésions irréversibles en raison de son refus de s'alimenter. Et donc, moi, je trouve indigne l'attitude des autorités togolaises devant l'acte de M. Habia Nicodème. Vous voulez parler, par exemple, de l'appréciation que le ministre Yark a donnée, c'était de la comédie? C'est beaucoup. Je crois que tout ce qui sort de la bouche de certains ministres togolais, ça discrédite notre pays. Ce ne sont pas des propos de responsables. Parce que dire que nous sommes au Togo, le Togo n'est pas une colonie ghanéenne, mais vous refusez de montrer humain. Les Ghanéens, Habia Nicodème est en grève de la faim sous les murs de leur ambassade. Et donc, ils se sentent concernés puisqu'ils le voient. Ils se disent, si personne n'aide ce garçon, cet homme, il va mourir. Et surtout, ils se disent, peut-être que M. Habia Nicodème ne tient pas à être soigné ici. Donc eux, puisqu'ils sont neutres, ils sont même dans la facilitation, ils vont le chercher, s'occuper de lui. C'est de ça qu'il est question. Mais on réagit de manière brutale, surtout vulgaire au Togo. On a l'habitude de la force. Et donc, le fait d'utiliser régulièrement la force empêche la réflexion. Donc, on ne réfléchit plus beaucoup. On dit des choses qui déshonorent la fonction ministérielle, discréditent le Togo. Et donc, les Ghanéens ont voulu venir le prendre. C'est juste un acte humanitaire. C'est à titre humanitaire. Il ne faut pas y voir autre chose. Mais est-ce que dans leur acte humanitaire, ce n'est pas trop osé de survoler le ciel d'un État ami avec un avion militaire? Un avion militaire, écoutez, cet avion militaire, il vient régulièrement chercher, il amène le ministre Kandapa. Cet avion militaire, moi je l'ai emprunté pour aller au Ghana. Cet avion est venu nous chercher. S'il s'agit du même avion, je ne crois pas qu'ils aient 10 000 avions militaires. Ce sont des avions militaires qui sont venus nous chercher pour aller rencontrer le facilitateur ghanéen. Personne n'a trouvé à redire. Et pourquoi à l'époque, quand ils sont venus ici, on les a laissés atterrir? Parce qu'on sait très bien un avion militaire. Bon, écoutez, non, je crois que ce sont des prétextes. J'ai dit tout à l'heure, quand on a l'habitude d'utiliser la force, hein, c'est une attitude qui vous empêche de réfléchir. Donc on dit beaucoup de choses.
Mais nous sommes des Togolais. Tout acte des autorités togolaises qui nous déshonore, nous discrédite, il faut le dénoncer. Cet avion militaire, ils le connaissent. Et je peux même vous dire que le 23 septembre dernier, Kandapa serait venu avec cet avion. Puisque moi, on m'a dit, le ministre, il va venir tout à l'heure avec un avion. Et il est venu certainement avec cet avion. Et ils le savent. Alors aujourd'hui, la situation, elle semble un peu bloquée. Nicodème Rabia n'a pas pu donc franchir les frontières. Non, moi, j'ai l'impression que nous autres Togolais, on n'aime pas les blocages. Moi, je peux vous dire, j'ai toujours dit, je préfère qu'une situation soit bloquée et qu'on prenne le temps d'y réfléchir pour la débloquer, que de faire des faux semblants, de faire des choses. Situation bloquée, pourquoi elle est bloquée? Parce que nous ne voulons plus être complices d'une dictature qui ne respecte pas les populations togolaises. C'est tout. Donc, elle est bloquée. Faut-il s'en plaindre? Ouais, peut-être, mais il faut se tourner vers ceux qui sont responsables du blocage. C'est ceux qui, après avoir pris connaissance d'une feuille de route, n'ont retenu qu'une chose, le 20 décembre. Eh bien, il y a beaucoup de choses avant le 20 décembre. Et il faut régler ces choses. Il ne faut pas... Moi, je suis serein. Je suis serein. Ils vont régler ça. Parce que nous sommes au Togo et que ce pays est notre propriété à tous et que nous ne sommes pas là pour débloquer les situations, pour tomber dans la servitude avec ces gens-là. Non, c'est fini. Il faut être serein, être surtout calme. Quand on a du courage, il faut être calme. Il ne faut pas gesticuler, on n'est pas... Non. Il faut être déterminé, calme et aller de l'avant. Très bien. Alors, Président, nous sommes en train de cheminer vers la fin de l'émission. Aujourd'hui, sur place au pays, vous avez à côté la société civile, vous avez également les Togolais de la diaspora qui sont... Tout s'organise autour de ce même combat. Pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à déraciner le baobab? La coalition, la société civile, la diaspora. La diaspora. Le baobab tient toujours. Mais, vous savez, quand on est nombreux, c'est un peu plus compliqué. Ne croyez pas que l'union qui fait la force, ben, elle fait la force comme ça. Hein. Non. Vous devez vous coordonner, vous devez faire en sorte que la mutualisation de vos forces serve de levier. Hein. Mais tout ça, il ne faut pas se précipiter. C'est une très bonne chose que la résistance à l'oppresseur, que cette résistance-là s'organise sur plusieurs terrains, c'est une bonne chose. Il faut coordonner tout ça, et ça se fait. Les gens nous reprochent ou pensent que nous ne travaillons pas ensemble. C'est parce qu'ils ne savent pas comment ça se passe. Nous travaillons beaucoup ensemble. Alors, aujourd'hui, Président, à quoi concrètement le peuple togolais doit-il s'attendre? Moi, je dis que le peuple doit nous regarder, doit souhaiter que nous continuions à être fidèles à ce que nous disons, c'est-à-dire à porter ses aspirations. C'est très important, comme je l'ai dit au début, que le regard vigilant du peuple doit nous ramener dans le bon chemin si d'aventure nous avons envie de faire des choses qui n'aboutiraient pas à de bons résultats. Donc, avoir ce regard-là sur soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le peuple doit, en vérité, je vais vous retourner la chose, ce n'est pas le peuple qui doit s'attendre à quelque chose. C'est nous qui devons tout faire pour que les populations se mobilisent, pour que nous puissions porter leurs aspirations. Parce que nous seuls, on n'est rien. Si quelqu'un dit, moi je suis un grand responsable politique et je détiens la clé du problème, c'est faux. Donc, le peuple doit faire en sorte que nous soyons mobilisés, mais que le peuple doit être encore plus mobilisé
et nous encourager à aller de l'avant. Alors, une dernière question. Quel appel avez-vous aujourd'hui, justement, à l'endroit de ce peuple, dans tous ses composants, pour servir de, je dirais, de levier pour vous aider à aboutir? Ce n'est pas très difficile. Depuis plusieurs années, j'ai toujours compris que le peuple togolais est un peuple de lutteurs. Ce peuple est disponible, a toujours été disponible pour se mobiliser, pour lutter. Bon, on dit que nous sommes un peu peureux au Togo et tout ça. Moi, j'ai vu... Est-ce que ce n'est pas vrai? Puisqu'hier, à la frontière, on a vu, avec l'arrivée de toutes ces unités, les bruits de bottes, alors c'était la dispersion. Il n'y avait pas eu de gaz lacrymogène. Bon, vous savez, quand un peuple est mobilisé, ce n'est pas pour aller casser, détruire les choses, affronter les forces de l'ordre. Le peuple mobilisé, il sort et les forces de l'ordre doivent le respecter. Donc je ne demande pas au peuple d'aller s'offrir à l'abattoir, c'est pas ce que moi je ne demande jamais. Le peuple a le droit de manifester. Et les manifestations, c'est l'arme absolue. C'est l'arme absolue de l'opposition. Je trouve d'ailleurs déplorable qu'on ne s'en serve pas autant qu'il le faudrait. Oui, j'allais venir. Bon, on va en parler si vous le voulez. Donc, le peuple est debout. C'est nous. J'ai toujours dit, depuis toujours, nous avons l'habitude de gaspiller la disponibilité populaire. Enfin, gaspiller, de dilapider, c'est le mot que j'ai l'habitude d'utiliser. Dilapider la disponibilité populaire. Je vois que, avec la C14, il y a une cohésion qui fait que, bon, j'ai moins peur qu'on ne dilapide la disponibilité populaire. Le peuple est toujours là. C'est nous qui, est-ce qu'on s'en sert bien? C'est ça le problème. C'est la grande question. Parce que moi, je n'ai pas d'armes. J'ai, moi, ma dignité. Je défends ma dignité, la dignité des Togolais. Et je pense que c'est suffisant pour avancer. Alors, le peuple sur les réseaux sociaux ont crié à plus de manifestations, donc il y a plus de pression sur la CEDEAO. À quand une prochaine manifestation, puisque lors de votre récente sortie en conférence de presse, vous aviez dit très bientôt, et les Togolais ont commencé par s'échauffer. Ouais, la situation, je vous ai dit tout à l'heure, la situation va nécessiter, pour débloquer les choses, des manifestations. Pour moi, c'est clair. Parce qu'on va arriver à la question de la présidence de la CENI. On va arriver le découpage électoral. Vous n'avez pas fini. Le mode de scrutin. Parce que le mode de scrutin issu de la conférence nationale souveraine, c'est-à-dire que le code électoral, le premier, c'est le mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Et pourquoi des gens viendraient nous imposer un mode de scrutin dont nous ne voulons pas? Donc, tous ces problèmes vont revenir. Calmons-nous et préservons nos énergies. Le moment va venir où nous devons nous mobiliser. Et donc, vous dites que les réseaux sociaux disent beaucoup de choses. Les gens ne comprennent pas pourquoi on ne manifeste plus. Moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être déplaire. Moi, les réseaux sociaux, c'est bien, mais la politique, ça ne se fait pas sur les réseaux sociaux, bien en suivant les réseaux sociaux. Vous savez, j'ai suivi, il y a des gens qui m'envoient beaucoup de conseils. Ça participe aujourd'hui. Ça participe à la vigilance. Non, on n'est pas des Arabes et tout ça. Ça participe à la vigilance nécessaire. Moi, je dis toujours la vigilance. Mais bon, les insultes, les mensonges, les mauvais conseils, vous savez, il y a quelque chose qui est extraordinaire et qui a ses bons côtés. La durée de la lutte a fait que tout le monde se sent concerné, ce qui est une bonne chose. Et tout le monde donne des conseils, ce qui est une bonne chose. Tout le monde croit que son conseil est indispensable, ce qui peut être une mauvaise chose.
Donc, non, tout ça c'est juste, je ne dirais pas que ce sont des blagues, mais ce sont des réflexions personnelles. Pour devenir plus sérieux, il y a nécessité, certainement bientôt, de reprendre les manifestations. Je ne sais pas. Quand? Mais ça vient. Non, je ne sais pas comment nous réglerons certains problèmes sans manifester. Si on peut les faire, si on peut me faire la démonstration que le découpage se fera parce que le RPT Unir deviendra subitement très sérieux, que animé d'esprit patriotique, se débarrassera de sa volonté d'hégémonie et tout ça, et que nous ferons un découpage conforme aux normes démocratiques, bon, c'est que et qu'on pourra se passer de manifestations pour les obtenir, tant mieux. Tant mieux, parce que personne ne manifeste pour manifester. Mais je doute fort que le RPT devienne subitement raisonnable et qu'il nous donne, qu'il nous libère tranquillement sans qu'on ne lui montre combien nous sommes. Donc, patience. Patience. Continuons de nous échauffer en attendant. Monsieur Jean-Pierre Fabre, merci. Je vous en prie. Donc, fidèles internautes, merci donc à vous toutes et à vous tous. C'était notre entretien dans l'émission Sans langue de bois, où nous avons reçu le chef de file de l'opposition et président national du parti politique Alliance nationale pour le changement. Avec le président national de l'ANC, nous avons discuté des sujets d'actualité. Vous avez suivi à chacun de puiser l'essentiel et surtout le dernier mot de M. Jean-Pierre Fabre. Continuons de nous échauffer car le moment arrive et nous allons essayer de faire ce qu'il faut avec l'énergie, capitaliser bien de choses et bonne suite. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.